très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en plein centre du département, dans une ville, préfecture de la Vendée depuis 1804. Bienvenue à La Roche-sur-Yon. En seulement quelques décennies, ce qui n'était qu'un modeste bourg devient une ville nouvelle, pensée et façonnée selon la volonté impériale. Un plan damier, une architecture caractéristique, bref, tous ces éléments font de La Roche-sur-Yon un exemple unique de l'urbanisme napoléonien. Avançons vite vers la rue du Président de Gaulle pour retrouver Véronique, qui est chargée des publics pour le musée municipal de La Roche-sur-Yon. Et ensemble, nous allons découvrir un trésor caché quelque peu particulier, à savoir une ancienne école. Véronique, merci d'avoir accepté de nous recevoir à La Roche-sur-Yon. Tout le plaisir est pour nous. Pour découvrir un endroit atypique, un trésor caché en cœur de ville, qui, si je ne me trompe pas aujourd'hui, est le musée municipal de La Roche-sur-Yon. Oui, depuis mars 2023. Mais qui, à l'origine, était une école. C'était une école. Alors ici, il faut imaginer qu'en 1821 a été construite la première école communale de La Roche-sur-Yon. Alors une école à la pédagogie atypique, innovante, celle de l'enseignement mutuel. Alors, qu'est-ce que l'enseignement mutuel? Voilà, c'était ma question, Véronique. Qu'est-ce que l'enseignement mutuel? Alors, l'enseignement mutuel, donc, c'est une méthode qui a été développée en Angleterre. C'était une méthode qui était destinée à généraliser et à massifier l'éducation des classes populaires à une époque où il y avait peu de maîtres, mais beaucoup d'enfants à instruire. Donc, les classes populaires. Oui, tout à fait. C'était des écoles gratuites. Et il fallait que les enfants des classes populaires, qui ne pouvaient pas aller dans des écoles privées, ou du moins où il fallait débourser de l'argent, puissent avoir un socle de connaissances, c'est-à-dire avoir le minimum, c'est-à-dire savoir lire, écrire et compter. D'accord. Cette méthode va se propager aussi en Europe. Elle arrive en France en 1815 sous la Restauration. D'accord. Mais finalement, en France, elle va être abandonnée à partir de 1834 parce que François Guizot, qui était alors ministre de l'Instruction publique, impose dans les écoles l'enseignement simultané, celui que l'on connaît aujourd'hui. D'accord. Où une même classe apprend la même chose en même temps. Donc, pendant une petite dizaine d'années, à La Roche-sur-Yon, en tout Oui. cas, cet enseignement a pu être suivi. Alors, il va être suivi beaucoup plus longtemps que ça, parce que s'il est abandonné progressivement dans beaucoup de communes françaises, eh bien, La Roche-sur-Yon, il va perdurer jusqu'en 1871. Extraordinaire. Voilà, tout à fait, grâce à la ténacité et à la passion de l'instituteur Monsieur Loué. Et effectivement, quand Monsieur Loué part à la retraite en 1871, eh bien, c'est un instituteur issu d'école normale qui lui arrive avec cette méthode d'enseignement simultané et ça va profondément changer l'organisation pédagogique de l'école. Qui est à l'origine, Véronique, de l'implantation de cette école à La Roche-sur-Yon? C'est la municipalité? C'est un maire, un élu précisément? Alors, c'est la municipalité, vraiment. C'est une école municipale qui va donc être bâtie ici en 1821. Alors, ce n'est pas cette école-là. Voilà, il faut faire un petit effort d'imagination. Ah ben justement, vous allez nous expliquer. On va peut-être se rapprocher du portail pour mieux comprendre un petit peu. Est-ce qu'on sait à quoi correspond l'architecture de ce type d'école au début du 19e? Alors, effectivement, c'est une architecture qui correspond donc à la méthode. Il y a une seule salle de classe. D'accord. Vaste salle de classe parce qu'elle faisait 152 mètres carrés. Donc, elle se distribuait de ce côté-ci. Donc pas de porche. Alors, il n'y a pas de porche. L'entrée se faisait de l'autre côté, D'accord. de l'autre côté de la rue. Là, donc, on imagine un bâtiment imposant avec des fenêtres donc en hauteur. On imagine un sol en légère pente pour que le maître, depuis son estrade, puisse avoir l'œil sur l'ensemble des élèves. Et puis, dans cette salle de classe, il y avait 17 bancs. 17 bancs où prenaient place 11 élèves par banc. Donc, si on calcule bien, 11 élèves ça nous par fait banc. 170 élèves. C'est énorme. Et autour de cette salle, donc, il y avait des panneaux didactiques. Et les élèves prenaient place en demi-cercle autour de ces panneaux didactiques tout au long de la journée. Alors, comment ça fonctionnait? Parce que c'est un maître pour 170 élèves. Alors, le maître, il est aidé finalement parce qu'il choisit parmi les élèves les plus avancés dans chaque matière des moniteurs. Et chaque matin, ce maître instruit les moniteurs de la leçon du jour. Moniteurs qui sont donc des enfants. Qui sont donc aussi des élèves. Et ensuite, les moniteurs
transmettre à leurs camarades ce qu'ils ont appris. Alors il y a tout un système de code aussi gestuel, parce que le maître rythmait aussi la journée. Et c'est vrai que cette méthode avait l'intérêt, c'est d'avoir un apprentissage très rapide. En 3 ans, les enfants maîtrisaient donc ce socle de connaissances dont on a parlé tout à l'heure, savoir lire, écrire et compter. Voilà, donc c'était quand même très très important. Pédagogie très intéressante. Pédagogie très intéressante, oui, oui. Véronique, cette histoire est passionnante. Donc maintenant, bien évidemment, la question naturelle. De quand date ce Porsche, cette jolie demeure qui est juste à côté de nous? Alors, la maison de Julien Plessis, parce que c'était donc l'architecte qui en a bâti les plans donc en 1821, va connaître encore une autre phase d'école pionnière finalement, parce que en 1869, eh bien, cette école de Plessis va accueillir la première école communale de filles. Les garçons, l'année précédente, donc en 1868, ont pris place dans une nouvelle école donc, qui a été installée dans le bas de la rue. Donc l'école telle qu'on la connaissait, l'école d'enseignement mutuel, devient l'école communale de filles. Elle va remplir son office jusqu'en 1906, où là, la vétusté des locaux et aussi l'accroissement des effectifs va conduire la municipalité à prendre une décision drastique, c'est-à-dire celle de démolir l'école. Et on va reconstruire. On va construire une école moderne, une école de la Troisième République, cette école que vous avez aujourd'hui. Voilà. Est-ce que vous croyez désormais, Véronique, qu'on peut rentrer dans cette école? Ah mais tout à fait. On vous suit alors? Allons-y. Avec plaisir. Allons-y. Donc là, ça y est, on est entré dans cette école. Il y a un côté très émouvant quand même que de traverser cette galerie. Cette galerie, oui. À quoi ressemblait cette école sous la Troisième République? Encore toujours la question, est-ce qu'il y a une architecture caractéristique des écoles de la Troisième? Tout à fait. Alors, l'école de la République, de la Troisième République, doit se distinguer des autres constructions qui l'environnent. Aujourd'hui, le bâti a un peu évolué, il s'est un peu élevé, mais à l'époque, il faut imaginer qu'effectivement, le logement de l'institutrice, avec son toit donc à la mansarde recouvert d'ardoise, détonnait vraiment avec les constructions plus modestes alentour, avec leur toit recouvert de tuiles. Vraiment, voilà, la République impose l'école. C'est par là que finalement les enfants peuvent évoluer. Hein. C'est vraiment, c'est important. L'école républicaine, ça forme les futurs citoyens aussi, ne l'oublions pas. Et puis c'est vrai qu'un budget très important, je pense, est mis en place dès le départ pour reconstruire cette école qui existait avec sa grande salle de classe, avec la maison de l'instituteur. Là, on voit bien tous ces bâtiments qui sont aménagés, la maison de l'institutrice, cette cour aussi. Alors, ça fait la cour de récréation, la vaste cour de récréation, fait partie inhérente du projet d'école républicaine, parce que les enfants, d'abord, c'est un lieu de socialisation, hein, la cour, mais c'est aussi le lieu où on prend de l'exercice. Hein. La gymnastique était très importante aussi dans l'école de la Troisième République, hein, aussi bien pour les garçons que pour les filles. Donc cette cour, elle a tout son intérêt, et elle est dotée de son préau, parce que effectivement, on a besoin aussi de faire de l'exercice, même quand il pleut, comme aujourd'hui. Donc on se réfugie sous le préau. Ce qui était important aussi, c'est l'hygiène. On faisait vraiment très attention, justement pour changer de l'école d'autrefois. Il fallait que cette école-là se distingue. Voilà, on apprend aux enfants à se laver les mains, à aller dans des sanitaires adaptés. Donc là, il y a une buanderie aussi qui va s'adosser au préau. Et devant cette buanderie, il y aura donc des sanitaires. Et puis, dans le prolongement, il y aura le jardin de l'institutrice, jardin donc à vocation pédagogique. Voilà, qui s'étale jusque sur la rue Marcellin Berthelot. Tout est réuni. Tout est réuni pour justement que les enfants bénéficient d'un enseignement de qualité. Voilà. Véronique, une question un peu plus personnelle. Quand on travaille pour un musée qui a pour vocation d'exposer œuvres d'art, toiles, sculptures ou autres, on n'a pas forcément, cette sensibilité vers le bâti scolaire, vers toute cette histoire. Comment vous êtes approprié l'histoire de cette école André Malraux? Alors, tout simplement parce que j'ai un goût très prononcé déjà pour l'histoire. L'architecture m'intéresse énormément. Donc, donc j'ai aussi puisé à la source, c'est-à-dire
auprès des archives municipales. Ça, donc, c'est très important de le dire. Hein. Toutes les recherches ont été faites à partir donc, des délibérations du conseil municipal, tout ce que je vous raconte là. Hein. Tous les plans qui sont ici, que ce soit donc, les plans de l'école de Julien Plessis de 1821 ou les plans dressés par Auguste Boudot donc, pour cette école républicaine. Alors, Auguste Boudot, c'était l'architecte municipal pendant plus de 40 ans à la ville de La Roche-sur-Yon. Donc, voilà. Donc, il a, et ce qui est intéressant, c'est émouvant parce que c'est vrai que là, à travers ces documents d'archives, eh bien, on fait revivre aussi un peu le passé. Complètement. Et voilà, donc ça, c'est vraiment quelque chose de très, très émouvant. Et un patrimoine vers lequel notre œil ne se tourne pas forcément. Oui, parce qu'en plus, c'est vrai qu'elle est un peu cachée. Alors, c'est vrai que ce qui est formidable aussi dans cette école Malraux, c'est qu'elle a connu énormément d'élèves. Ouais. Il y a beaucoup de visiteurs qui viennent ici. Nostalgie. Tout simplement parce que, voilà, ils ont été scolarisés dans cette école. Et c'est vrai que dans le cœur des Lyonnais et Lyonnaises, elle a une place un petit peu particulière. Et voilà, donc il y a le côté aussi Madeleine de Proust. On revient là parce que on a vécu son enfance ici, donc c'est vrai que c'est important. Et on les comprend. Et on les comprend tout à fait. On les comprend tout à fait. Et là, ça ouvre, comment dire, pour vous, une nouvelle mission qui doit pas être désagréable. Non, c'est une mission très agréable. Et en plus, il ne faut pas oublier que à la fois l'école, mais aussi les musées, deux institutions phares finalement du 19e siècle, se rejoignent dans leur mission pédagogique aussi. Je trouve que symboliquement, en tout cas, avoir placé ce musée dans cette école, ça a un sens plus. Tout à fait. Puis nous, ça nous a aussi guidés dans le discours qu'on a voulu tenir dans le musée. La pédagogie, l'accessibilité a vraiment une place très, très importante, que ce soit par des dispositifs, que ce soit par des textes de salle qu'on a voulu accessibles pour tous. Voilà. Donc ça a été aussi inspirant. C'est un lieu qui nous a beaucoup inspirés. Véronique, merci pour votre accueil et puis merci d'avoir accepté de nous livrer, de nous conter ce joli bout d'histoire. Moi, j'ai envie de vous dire à bientôt, parce que c'est vrai, lorsqu'on voit toutes ces collections dont on n'a pas beaucoup parlé aujourd'hui, j'ai très envie qu'on revienne vous voir. À bientôt. À bientôt. Et merci. Merci à vous. Alors comme nous, j'espère que vous avez été séduits par cette visite, cette histoire complètement atypique. Alors si jamais vous souhaitez aller plus loin, sachez que l'espace André Malraux est ouvert tous les jours de la semaine, du lundi au vendredi l'après-midi et autrement samedi, dimanche en continu. Si vous souhaitez retrouver les précédents numéros de l'émission, allez sur le site internet de la chaîne tvvendée.fr. Je suis certaine que certains d'entre vous ont quelques trésors cachés à nous présenter. Alors, écrivez à l'adresse inscrite en bas de votre écran. Et moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro de Trésors cachés.